de formation médicale. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Saïd Mekari. Je suis directeur de la recherche ici au Centre de formation médicale. Euh, Avant de commencer, juste deux, trois petites choses. S'il vous plaît, faites sûr que vous gardez vos micros et vos caméras fermés, s'il vous plaît, tout au long de la présentation. Vous aurez la chance de poser des questions après la présentation au Dr. Pakzad. Donc, juste par respect durant la conférence, gardez le micro fermé et les caméras fermées également. Donc, aujourd'hui, nous avons un énorme plaisir d'accueillir quelqu'un qui est très important pour moi, Dr. Pakzad. Donc, une petite bio avant qu'elle nous parle un peu de ses travaux sur la maladie d'Alzheimer. Donc, Dr. Pakzad est professeur titulaire en neuropsychologie clinique à l'Université de Moncton depuis 2004. Après avoir obtenu un doctorat en neuropsychologie du langage ainsi qu'un doctorat en psychologie clinique, elle a également réalisé un postdoc en neuropsy clinique au Boston College. En parallèle de son rôle académique, Dr. Pakzad exerce comme une psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles cognitifs. Membre de plusieurs associations professionnelles, Dr. Pakzad a été honoré par plusieurs distinctions, dont la Légion d'honneur en 2012 et la reconnaissance en tant qu'experte par la Cour du banc du roi du Nouveau-Brunswick en 2024. Elle est reconnue comme une experte internationale en neuropsychologie et en psychologie clinique. Donc, il me fait très, très grand plaisir d'accueillir Dr. Pakzad aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ses travaux sur la maladie d'Alzheimer. Donc, Dr. Pakzad, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur, professeur Mekari. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous tous et ça m'a fait énormément plaisir d'accepter cette invitation. Je vais vous parler de la démence, mais je vois que les participants sont variés, viennent de vitalité, donc de domaine, sûrement dans le domaine médical. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de bruit ici affiché la salle d'attente. Je pense qu'il y a encore du monde qui attend d'être connecté à nous. Je ne sais pas si Monsieur Garcia peut faire quelque chose avec ça. Euh, donc, je voudrais tout simplement faire un résumé de plus de 20 ans de travail de recherche à l'Université de Moncton et en particulier mon travail sur la démence. J'ai préparé une présentation. Peut-être que je vais d'abord partager cette présentation avec vous. Ensuite, beaucoup trop de pages ouvertes. Voilà. Et voilà. Donc, je vais l'agrandir. Ce ne sera pas long. Je reviens à ça et on va aller partager ma présentation avec vous. J'espère que tout le monde le voit. Donc, je me suis concentrée depuis plus de 20 ans sur l'étude de la démence, en particulier au Nouveau-Brunswick, de voir qu'est-ce qui se passe. Comme vous voyez, j'espère que tout le monde voit la page. Au début, l'idée, c'était de faire un petit peu état des lieux, de savoir qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick dans le domaine de diagnostic de la démence, dans le domaine aussi de traitement de la démence. Donc, c'était une idée, l'objectif de cette idée, c'était de développer un outil, et j'en parlerai à la fin, un outil qui pourrait faciliter la vie de tout le monde, en particulier les professionnels de santé. J'ai besoin que mon ordinateur fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est la démence? Si quelqu'un pouvait autoriser les participants, j'apprécierais parce que ça cache ma page, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi la démence? La démence est un syndrome qui est caractérisé par l'altération des fonctions cognitives. Ça veut dire la mémoire, l'attention, la concentration, les fonctions exécutives peuvent être évidemment entachées par le développement de la démence. Au niveau biologique, on parle de dégénérescence lente des cellules du cerveau qu'on appelle des neurones. Et il y a des régions particulières, évidemment, du cerveau qui sont touchées en premier, en particulier, par exemple, l'hippocampe. La démence, c'est quoi la démence? La différence entre démence et le vieillissement normal? Dans le cas de la démence, les problèmes continuent à se développer et donc à détériorer l'état de santé cognitive de la personne assez relativement rapidement, alors que dans le vieillissement normal, ça va très, très lentement.
Quels sont les critères Oui, il a pour... réussi quoi? Pardon, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. OK. Dans le Votre micro est sur mute, docteur. Oui, vous êtes sur la sourdine. Voilà, là, on vous entend. Est-ce qu'on m'entend? Parfait, parfait. Bon, excusez-moi, je recommence then. Donc, est-ce que tout le monde voit ma page ou voit pas ma page? Nous vous voyons, vous, maintenant. Vous devez OK, repartager l'écran. OK, je dois repartager l'écran. Pourtant, ça me dit que c'est partagé. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Team. Je recommence. C'est pas grave. Partager, je reprends. Si vous arrêtez le partage et vous le réessayez, ça ne fonctionne pas? Non. Bizarre. Peut-être que ça va pas. Est-ce que vous le voyez Ah, ma voilà, page? là, on le voit. Est-ce que vous voyez ma page maintenant? Ah oui, on la voit, mais on voit, on le voit Est-ce que pas vous en plein voyez? écran. Vous le voyez pas en plein écran? Je vais le faire en plein écran, ne vous Oui. inquiétez pas. Juste, ça prend une seconde. OK. Est-ce qu'on le voit? Oui, très bien. Parfait. Donc, je disais que depuis plus de 20 ans, mon travail de recherche, c'est sur la démence à l'Université de Moncton. L'idée, c'était de faire un état des lieux, de voir qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, où est-ce que nous en sommes au niveau de diagnostic et de traitement de la démence. Et l'idée, ensuite, c'était de développer un outil qui puisse faciliter la vie des professionnels de santé. Qu'est-ce que c'est la démence? C'est une détérioration cognitive qui veut dire problème de mémoire, d'attention, de concentration, résolution de problèmes. Mais ces problèmes-là sont des manifestations des troubles, bien sûr, biologiques au niveau du cerveau, qui est une dégénérescence des cellules ou des neurones. La démence et le vieillissement, c'est quoi la différence? Le vieillissement, c'est le développement des troubles cognitifs qui est relativement long et lent, alors que le développement de la démence et donc des troubles cognitifs sont relativement rapides. Le DSM-5 a été publié en 2013 qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une preuve d'un déclin cognitif modeste chez l'individu par rapport à son fonctionnement habituel. Il faudrait qu'il y ait préoccupation de l'individu ou d'un de ses proches. C'est un élément clinique qu'on doit prendre en considération, mais aussi des tests standardisés qui doivent être utilisés. Donc, on ne peut pas juste faire le MoCA et dire à quelqu'un qu'il a la démence. On ne peut pas faire ça. Donc, il faudrait que ces problèmes qu'on a considérés et qu'on a vérifiés avec les tests standardisés puissent interférer avec l'autonomie de la personne dans la vie de tous les jours. Et ces problèmes-là ne sont pas liés à un état de délire ou à un autre problème psychologique. Les sous-formes de démence, il y a plusieurs catégories de démence. On entend beaucoup parler de l'Alzheimer, mais c'est parce que 65 à 70% des patients qui souffrent de démence souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais il y a différentes formes de démence, évidemment, comme dégénérescence frontotemporale, démence à court de nuit, démence vasculaire et les autres. Qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? C'est un type particulier qui est caractérisé de démence, qui est caractérisé par les troubles d'abord au niveau de la mémoire épisodique et la mémoire à court terme, et en particulier les fonctions exécutives. Donc, les tests qu'on utilise doivent prendre en considération évidemment tous ces éléments-là pour ce type de démence, mais aussi pour d'autres formes de démence, bien sûr, que je viens de mentionner. Qu'est-ce qui cause la maladie d'Alzheimer ou la démence de façon particulière? C'est parce que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on a réalisé qu'il y avait un problème avec la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau, et l'accumulation de ces substances-là dans le cerveau vont créer un milieu toxique et empêcher
empêcher les cellules du cerveau d'être approvisionnées en oxygène et en nutriments et donc va créer la maladie. Biologiquement parlant, sur l'image, on voit un cerveau normal, on voit un cerveau avec la maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de neurones qui manquent, de plus en plus de rétrécissement de volume du cerveau. Quels sont les différents stades? On a 3 stades dans la maladie d'Alzheimer. Le stade léger, où la personne à ce stade est consciente de ces changements-là et capable d'en parler. Dans le deuxième stade, c'est malgré donc la détérioration constante de la mémoire, certaines personnes sont encore conscientes de leurs changements et finalement, le stade avancé dans lequel l'individu est incapable de communiquer ce qu'il veut dire. Quels sont les signes avertisseurs ou avant-coureurs, par exemple, pour consulter un médecin? Changement d'humeur ou de comportement de la part du personne. On ne parle pas nécessairement d'Alzheimer, mais ça peut être Alzheimer, mais aussi frontotemporal. Perte de mémoire, rangement approprié des objets, par exemple, mettre ses clés dans le frigidaire. Perte de motivation, problème du langage qu'on peut remarquer, dire une chose pour une autre, détérioration dans l'espace et le temps, perdre la notion du temps et de l'espace. Se faire évaluer pour la démence, parlons-en un petit peu. On sait que les preuves s'accumulent pour dire qu'il y a des bénéfices, et en particulier la Société internationale d'Alzheimer chaque année met l'accent sur le diagnostic précoce de la démence. Et il y a maintenant des lignes directrices qui sont disponibles pour les médecins et d'autres professionnels de santé. Malgré tout, le diagnostic de la démence se fait souvent tardivement. C'est ça le constat que nous avons fait durant des années de recherche à l'Université de Moncton aussi. Quels sont les obstacles au diagnostic de démence? Pourquoi les gens ne se font pas diagnostiquer? En particulier, ce qui se fait remarquer, c'est l'accès aux services pour le diagnostic de la démence. D'autres obstacles sont par exemple la langue du patient. Souvent, ils disent que les fournisseurs, par exemple francophones, ne sont pas disponibles pour aller se faire diagnostiquer ou aller consulter des neurologues ou des gériatres. Et le milieu géographique aussi joue un rôle, bien sûr. Que faire? Il faut étudier la situation au Nouveau-Brunswick auprès des médecins et des aînés. C'est ce qu'on a fait il y a longtemps, des années. Donc, l'objectif, c'était élucider des facteurs qui entravent l'accès au dépistage ou au diagnostic de la démence. Et dans ce cas-là, il fallait faire une exploration de ces perceptions des aînés et des résidents par rapport aux services de soins généraux qui sont disponibles pour ces gens-là. Une attention particulière a été portée à la situation des communautés francophones en situation minoritaire. La méthodologie consistait à faire passer des questionnaires administrés à des résidents du Nouveau-Brunswick de 65 ans et plus, dépourvus de troubles cognitifs. C'est-à-dire, on leur demandait, si vous aviez un problème de mémoire, qu'est-ce que vous alliez faire? Alliez-vous voir votre médecin de famille, votre infirmière, c'est le mot anglais qui me revient, nurse practitioner, so votre infirmier ou infirmière, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Les données des participants recrutés, c'était fait au sein d'associations aussi des personnes âgées, par exemple, de la province, et on a interrogé beaucoup de monde qui avait entre 65 et 82 ans. En bref, qu'est-ce qu'on a dit? Les participants généralement disaient qu'ils étaient satisfaits avec la disponibilité des services de soins généraux. Donc, les médecins ou les hôpitaux, les cliniques, c'était OK. Mais les francophones, particulièrement les gens du Nord-Ouest, par exemple, et du milieu urbain, étaient désavantagés par rapport aux anglophones quant à la disponibilité des services de soins, par exemple, de santé dans leur langue de leur choix. L'autre chose, c'était les résidents, particulièrement des milieux ruraux, étaient peu confiants de la disponibilité des services de soins pour les gens atteints de démence. Donc, en particulier pour l'atteinte de démence, il n'y avait pas vraiment de service. Quelles sont les implications? L'implication, c'est que compte tenu de ces données, puisque les francophones se retrouvent majoritairement en milieux ruraux et que les anglophones en milieu plutôt urbain, il est possible que les francophones
du Nouveau-Brunswick soient plus désavantagés que les anglophones de la province en ce qui concerne l'accès aux services de soins pour les personnes atteintes de démence. Ça, c'est une première constat qu'on avait fait. La perception et les attitudes donc des médecins maintenant. On a voulu étudier c'est quoi que les médecins pensent par rapport à la démence, parce que 50% des gens qui sont atteints de démence ne sont pas diagnostiqués en contexte de soins primaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors que les outils de dépistage, on parle des outils, pas de diagnostic, mais de dépistage existent. Pourquoi ils ne se font pas diagnostiquer? Donc, l'objectif, c'était maintenant se lancer dans une recherche auprès des médecins et comprendre qu'est-ce qui pourrait influencer la décision des médecins de famille à procéder au diagnostic et à la prise en charge de la démence. Question de recherche était, quel est le point de vue des médecins de famille sur le diagnostic de la démence? On a envoyé à 78 médecins de famille au Nouveau-Brunswick des formulaires. On est allé regarder l'annuaire d'enregistrement des médecins de famille de Nouveau-Brunswick. On a mis un chèque cadeau avec un questionnaire dans une enveloppe pré-timbrée avec une enveloppe pré-timbrée à notre adresse et on leur demandait de répondre à nos questions. Alors, il faut dire qu'il y a toujours des gens qui arrivent. 80 médecins de famille finalement ont répondu, à peu près 10% d'eux, ils ont répondu à ce qu'on demandait. 2 médecins de famille ont été exclus. Du côté démographique, la plupart rapportent parler en anglais et le plus souvent suivi donc par les médecins qui parlaient en français. La majorité rapporte parler les 2 langues, ce qui est une bonne chose aussi. La majorité rapporte avoir moins de 5% des patients diagnostiqués avec une démence dans leur pratique et la majorité rapporte plus de 20 ans d'expérience de pratique. Pour le diagnostic, la majorité rapporte que le diagnostic précoce est important, donc tout le monde reconnaît, ce qui est un mot positif, connaissent les critères diagnostiques, donc ça c'est un autre point positif, ils sont familiers avec les lignes directrices et possèdent donc de compétences adéquates pour diagnostiquer la démence, ce qui est une bonne chose. Et d'ailleurs, je dirais que c'est courageux parce que ça prend plus qu'une entrevue clinique avec un patient pour le diagnostiquer avec la démence. Ça c'est une autre histoire, vous m'inviterez l'année prochaine, je vous en dirai plus. Alors, la plupart des médecins rapportent évaluer lorsque leurs patients semblent avoir des troubles de mémoire, ce qui est déjà une bonne chose. Patients se plaignent des troubles de mémoire, donc semblent par rapport à ce qu'ils se plaignent, donc il le dit directement. Et famille croit que le patient pourrait être atteint de démence. Donc, ça veut dire en gros que les médecins sont susceptibles par rapport au comportement de leurs médecins, de leurs patients, par rapport à leur discours et par rapport à ce que la famille leur dit. La majorité croit qu'il y a de bons services, par exemple, de bons services disponibles pour le diagnostic et la prise en charge de démence, ce qui est une bonne chose, mais ils ne sont pas d'accord avec le temps d'attente avec ces services. Je suis d'accord avec eux, il y a trop de temps d'attente. Un patient qui veut avoir un diagnostic définitif de démence et se faire évaluer complètement avec des tests médicaux, ça prend 2 à 3 ans déjà. La plupart ne pensent pas que le dévoilement soit plus dommageable que bénéfique, c'est-à-dire ils ne pensent pas que c'est une mauvaise chose de dire au patient qu'il est atteint de démence, ce qui est une bonne chose aussi. Tant qu'il n'existe pas de traitement efficace, le diagnostic n'est pas une priorité. Donc, la plupart pensent que ce n'est pas une bonne raison pour ne pas diagnostiquer les gens. C'est un autre bon point. La démence est mieux diagnostiquée par un spécialiste. Non, ça peut être diagnostiqué, au moins détecté par le médecin de famille ou ceux qui n'ont pas de médecin de famille, par une professionnelle de santé comme une nurse, par exemple, comme une infirmière. Donc, ils ne sont pas d'accord avec ça, ce qui est une bonne chose. Concernant la prise en charge, ils rapportent qu'ils connaissent les ressources pour la prise en charge, les ressources communautaires, ce qui est une bonne chose aussi. La plupart ils connaissent, on va dire 50%. Réfère les patients et familles, par exemple, aux ressources communautaires, comme par exemple la Société d'Alzheimer, ce qui est aussi une bonne chose. Concernant la plupart pensent encore, concernant la prise en charge, ils ne pensent pas que le temps d'attente soit raisonnable, je viens de le dire, et le service de soutien pour les personnes soutien soit disponible. Donc, pour ce service de soins et les services communautaires résidentiels. Donc, ils ne pensent pas que le temps d'attente soit raisonnable, par exemple, pour avoir une chambre dans un foyer de soins.
Concernant la prise en charge, la majorité rapporte posséder des compétences adéquates pour élaborer un plan de soins, ce qui fait très, très plaisir. Il y a 2 tiers qui pensent qu'ils sont capables de préparer un plan de soins et pour éduquer donc les patients et leurs familles, qui est super important. La plupart aussi pensent que des interventions appropriées sont disponibles. Oui, la plupart, on va dire presque 60%. Et ils pensent que plusieurs choses peuvent être faites pour améliorer la qualité de vie d'un patient et des personnes soutien. Je suis extrêmement heureuse qu'ils aient dit ça parce que, en effet, 90% des gens qui développent des problèmes de mémoire, ils vont pas développer Alzheimer ou démence si on est capable de détecter à temps et de travailler sur les variables modifiables. On en parlera après cette présentation. La prise en charge, donc, ils pensent que la majorité ne pense pas, pardon, que la famille ne veut pas utiliser les services communautaires. Non, si la famille a accès, il va l'utiliser. Les médecins de famille ont un rôle très limité. Non, non, ils pensent qu'ils ont un rôle à jouer et je suis d'accord. Les patients épuisent donc les ressources avec peu de bénéfices. Ça, c'est pas vrai. Concernant l'outil de dépistage, bon, ces médecins-là nous ont dit qu'ils sont familiers avec le MMSI, qui n'est presque pas utilisé, le MOCA qui a fait son temps aussi, et le Clock Drawing Test, qui est le test de l'horloge, sont des outils faciles et rapides à administrer et offrent d'informations utiles. Donc, ils ne vont pas aider pour détecter ou pour diagnostiquer Alzheimer, mais ils peuvent aider. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. N'oubliez pas, ces recherches-là sont faites il y a plus de 10 ans maintenant. Ça, c'est les réponses d'il y a plus de 10 ans. Depuis 10 ans, on a fait beaucoup plus de chemin. Alors, pourquoi ils n'évaluent pas le plus souvent leurs patients, puisqu'ils viennent de nous dire ils connaissent tout, ils peuvent faire, ils sont compétents, etc. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Deuxièmement, ils ne sont pas payés pour le faire. Et troisièmement, j'accepte encore une autre personne, pas de traitement, donc pas de diagnostic. Donc, pourquoi ils font pas ça? Majoritairement à cause du temps, à cause du fait qu'il n'y a pas de code avec Medicare pour qu'ils soient payés pour faire un travail un peu plus approfondi avec leurs patients. Qu'est-ce qu'on a fait? Notre programme de recherche, l'évaluation des troubles cognitifs au niveau des soins de santé primaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est ça qu'on avait donné comme objectif. OK, on va, puisque vous n'avez pas le temps, puisque vous n'êtes pas payé, puisque vous dites que ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire, on va le faire pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait? De 2015 à 2020, j'envoyais mes assistants de recherche dans les bureaux de médecins qui étaient d'accord, qui nous appelaient ici au labo, qui disaient on a 5 patients qu'on aimerait que vous fassiez l'évaluation cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, mes assistants allaient dans le clinique du médecin et faisaient l'évaluation pour eux, leur laissaient les résultats, évidemment, pour le patient. Mais on voulait aller un peu plus loin, pas seulement faire l'évaluation évidemment pour le patient et aider le médecin à mieux faire son travail, mais on voulait aussi voir est-ce que le fait de faire une évaluation et donc détecter précocement les problèmes de mémoire et donc le diagnostic, faciliter le diagnostic, est-ce que ça aide ou pas? Ça faisait partie d'un plan de travail national. C'était pas juste l'Université de Moncton, c'était un plan où l'Université de Moncton, par le biais de mon laboratoire et par moi-même, était inclus dans un projet national avec l'Université de McGill et l'Université de Toronto. Vous voyez ici la participation, donc avec Howard Bergman de l'Université de McGill, of course, Isabelle Vedel de McGill, aussi d'autres mondes de McGill, avec d'autres universités de Ontario, en particulier l'Université de Toronto, et l'Université de Moncton, aussi petite de taille que ce soit, faisait partie de grandes équipes de recherche de niveau national sur la démence. Donc, l'objectif, c'était vraiment voir c'est quoi le parcours, qu'est-ce que les médecins font, qu'est-ce qui devient ce patient-là. Donc, on a fait ça pendant 5 ans. Le défi, c'était fournir un accès personnalisé et intégré pour l'évaluation et le traitement de la démence au Nouveau-Brunswick. Et le constat, c'est que les soins de santé primaire ne sont généralement pas préparés à faire face à des patients atteints de démence. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les cliniques spécialisées ne peuvent adéquatement gérer le volume et assurer une continuité complète des soins. Le résultat, c'est qu'il y a une longue liste d'attente et le diagnostic est retardé et l'intervention se fait tardivement. Alors, j'essaye de bouger ça pour pouvoir voir.
Pourquoi les soins de santé primaire sont considérés comme la voie à suivre? Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes directrices de la conférence canadienne qu'il y a très, très, très longtemps qu'ils disaient un consensus qu'il faudrait que les soins primaires interviennent au niveau du diagnostic et le traitement de la démence. C'est pas nous. Ça a été dit il y a très, très longtemps. Donc, ils ont le contact parce qu'ils ont le contact initial avec le patient, parce qu'ils connaissent le patient, parce qu'ils connaissent l'histoire médicale du patient, parce qu'ils connaissent la famille du patient. Donc, c'est à eux que ça revient d'être sensibilisés par rapport à la démence. Et merci encore, professeur Mécari, pour l'invitation. Donc, il n'y aurait jamais assez de spécialistes aussi, une autre raison, il n'y aurait jamais assez de neurologues, il n'y aurait jamais assez de neuropsychologues. Je pense qu'on est 3 ou 4 neuropsychologues au Nouveau-Brunswick. Il n'y aura jamais assez de neuropsychologues ou de neurologues ou de gériatres pour faire face aux besoins et à la demande d'évaluation et de diagnostic de ces gens-là. Donc, des personnes qui sont en train de développer la démence. Donc, il n'y aurait jamais de spécialistes et qu'on ne pourra jamais former assez de spécialistes par rapport à ce problématique de santé. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, il va en arrière. OK. Deux approches à ce défi de taille. Soit outiller le soin de santé primaire, on avait deux possibilités. Soit développer une clinique mobile de mémoire, on avait deux possibilités. Bon, clinique mobile de mémoire, on l'avait expérimenté de 2015 à 2020, je vous l'ai dit. On allait dans le bureau, on était mobile, nous. On allait là, on faisait le travail pour les médecins. Et deuxièmement, c'était de développer un outil pour pouvoir faciliter le travail. Donc, en gros, c'était quoi? Dans la clinique qu'on avait développée, la clinique mobile, c'était qu'on allait dans le bureau du médecin, il y avait quelqu'un qui faisait l'évaluation et à la suite de cette évaluation-là, on mettait évidemment dans la main du médecin le résultat de cette évaluation-là et le médecin avait le choix, soit envoyer son patient à un service spécialisé, par exemple, soit envoyer à un service communautaire, dépendamment du choix de médecin pour pouvoir faire le suivi avec le patient. Et excusez-moi. Et ça a duré 5 ans. Cette clinique-là, on l'avait menée, mais on était toujours en train de se dire, ça prend plus que ça, parce que nous, on n'aura jamais assez d'assistants de recherche à mon laboratoire, qui est le seul laboratoire à l'Université de Moncton, de se lancer dans ce genre de recherche d'envergure sur la démence. Donc, on n'aura jamais 500 assistants de recherche pour courir toute la province. Ça prenait qu'on devait penser plus sérieusement à développer un outil qui serait fiable, donc qui pourrait être mis à la disposition de santé primaire et tous les autres professionnels de santé pour faciliter la vie à tout le monde. Donc, clinique mobile de mémoire version 2025 que je vous présente ici est en fait la réalisation d'un rêve, un rêve qui a commencé il y a 15 ans, où j'avais commencé à me dire, on a des outils qui permettent d'avoir une idée, de donner des informations sur le fonctionnement cognitif du patient, comme par exemple l'OMOCA qui est très connu maintenant depuis 20 ans, qui est utilisé largement par à peu près tous les professionnels de santé dans le domaine de la démence. Et d'ailleurs, j'entends, ça va vous faire rire, j'entends mes patients qui viennent me dire, qui disent qu'ils ont été testés par le test d'Alzheimer et quand je leur montre mon cas, ils disent, c'est ça, j'ai été testé par le test d'Alzheimer. Donc, ça, c'est pas un test d'Alzheimer, évidemment, c'est un test je vais arrêter de partager le partage. Donc, ça a été inventé il y a 20 ans pour pouvoir aider les professionnels à avoir une meilleure idée par rapport à MMSI qu'on utilisait il y a 35 ans, donc 40 ans. Donc, pour avoir quelque chose un peu plus précis, si vous voulez, un peu plus adéquat. Donc, l'OMOCA était une bonne invention, évidemment. Le problème, c'est manque de validité de ce test-là et manque de précision. Donc, il fallait inventer un test qui puisse être à la fois rapide, à la fois accessible et à la fois précis, qui puisse nous donner les informations qu'on a besoin, les professionnels de santé
ont besoin pour faire une meilleure décision médicale. C'est dans ça qu'on s'est lancé. On a travaillé sur les données des données du Canadien, de Canadian Study of Health and Aging, les données canadiennes sur 15 ans, où les gens ont été testés tous les 5 ans à travers les tests neuropsychologiques, mais aussi médicaux, qui se faisaient d'ailleurs dans seulement plusieurs provinces du Canada. Et donc, on a travaillé sur ces données-là. Il y avait 25 000 participants. Vous imaginez que ça prenait énormément de temps pour aller trier et prendre les informations dont on avait besoin et faire les analyses. On a fait appel au meilleur biostatisticien du Canada. Je pense que je l'avais dit précédemment dans une autre conférence. Donc, on a réussi à développer un outil qui permettait d'arriver à ça, c'est-à-dire de tester les gens rapidement avec des résultats précis et fiables et que ça soit accessible. Que ça soit accessible, c'était un peu entre guillemets grâce à COVID parce que on avait développé l'outil, on l'a validé, ça a été publié, ça a été protégé, tout est fait, sauf que cet outil a été validé sur papier. Donc, étant donné qu'il y avait le COVID, durant le COVID, on l'a validé de façon digitale. Et j'ai le plaisir de vous dire, pour ceux qui m'entendent pour la première fois, qu'on a validé la version électronique et cette version électronique maintenant est en cours d'utilisation par, je vais partager avec vous un autre document, par les pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Donc, on le met à leur disposition. N'hésitez pas, je vais aller l'en partager. Je vais vous montrer ça. J'espère que vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, dites-le moi. Oui, on voit très bien. OK, parfait. Donc, j'espère qu'il est assez grand. Sinon, je vais l'agrandir. Voilà. Comme vous voyez, donc ça, c'est notre pamphlet qu'on utilise dans les pharmacies, qui est utilisé dans les pharmacies pour informer la population. C'est en anglais et évidemment en français aussi. Ça, c'est pour les gens qui se plaignent de problèmes de mémoire. Ils peuvent rencontrer leur pharmacien et prendre rendez-vous avec leur pharmacien, se faire tester sur une tablette qu'on a commandée pour chaque pharmacien. On a une subvention de recherche. On a acheté des tablettes pour les pharmaciens participants. Donc, ils vont tester et ils vont faire le suivi avec leurs patients en leur donnant les conseils sur la base des evidence-based, sur la base des données probantes. Quand on leur donne ces informations aux pharmaciens, ils ont une liste des choses qu'ils peuvent faire dans tel ou tel ou tel cas. Donc, c'est avec joie et fierté pour l'Université de Moncton que je vous annonce ceci et on continue notre travail. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait aussi Wow. vite que j'ai pu. C'est très bien, vous avez très bien fait ça. Merci Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir vos travaux et l'ampleur de vos travaux au travers des années, au fil des années. Donc, bravo. Merci On a beaucoup. déjà une question, je pense, de Mme Christine Claude. Oui, ben ma question, c'était concernant les tests que les pharmaciens peuvent faire. Est-ce que c'est seulement dans la région de Moncton ou c'est partout au Nouveau-Brunswick que ça se fait? Alors, c'est partout au Nouveau-Brunswick. Si vous pouviez mettre votre image aussi, j'apprécierais. Comme ça, je saurais qui pose la question. C'est partout au Nouveau-Brunswick. Bonjour, madame. C'est partout au Nouveau-Brunswick. Et notre objectif de départ, c'était aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire inclure la Nouvelle-Écosse, l'île de Prince-Édouard et aussi Newfoundland. Donc, c'était de le faire pour toutes les 4 provinces. Mais on avait fait une grosse demande de subvention et on n'a pas eu le montant qu'on voulait. Donc, c'est un peu comme ça, hein, c'est toujours comme ça. Donc, on était obligé comment dire, rétrécir un peu le projet pour l'instant et de focuser. Mais on a des pharmaciens à Fredericton, on a des pharmaciens à Saint-Jean, on a des pharmaciens à Edmundston, dans le nord de la province. Donc, on a des pharmaciens à Dieppe et on a des pharmaciens à Moncton, évidemment. Donc, on a des pharmaciens partout et on est ouvert à avoir d'autres pharmaciens. D'ailleurs, je vais lancer cet
rappelle, si de votre côté, vous avez des pharmaciens qui sont intéressés pour utiliser notre outil, on est très, très ouvert. Je ne peux pas dire que ça va être très facile avec les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux, parce que pour les hôpitaux, il faut passer par le comité d'éthique des hôpitaux. Mais je pense qu'il y a une entente, professeur McHenry, vous allez me corriger, je pense qu'il y a une entente entre notre comité d'éthique et le comité d'éthique de vitalité, j'imagine, hein, je pense. Donc, Oui. anyway, je pense que s'ils veulent, il faudrait qu'on en discute, mais c'est utilisable partout au Nouveau-Brunswick, par tous les pharmaciens. Pourquoi on a décidé, par exemple, ça je veux vous dire aussi, pourquoi on a décidé de le mettre à la disposition des pharmaciens par rapport aux médecins? C'était pour deux raisons. D'abord, parce qu'on sait que, par expérience, on a fait ça pendant 5 ans. On sait que les médecins n'ont pas le temps. Ils veulent qu'on fasse le travail pour eux. Donc, c'est OK, on l'a fait pendant 5 ans. Mais on sait aussi que ce n'est pas tout le monde qui a un médecin de famille, mais tout le monde a un pharmacien. Donc, on voulait que ça soit utilisé par le plus grand nombre de personnes, que les gens puissent l'utiliser et en bénéficier. Et nous, ça nous fait plaisir. On a la subvention, on paye les pharmaciens pour faire ce travail-là. Ils sont payés pour le travail. Ils sont même payés pour le training qu'on leur donne en ligne pour savoir comment l'administrer. Oui. Puis, est-ce que c'est possible d'avoir une liste des pharmaciens qui font ces tests-là? Comme moi, je suis dans Oui, la région absolument. d'Edmundston, là. Fait que, tu sais, Oui. ça serait vraiment pratique là, pour nous, tu sais, Alors, de savoir. OK, je vais vous inviter, je vais mettre dans le chat mon adresse courriel. Je vais vous inviter à m'envoyer un petit courriel. Je vais l'envoyer à mon project manager, à mon, je sais pas, gérant de projet. Il s'appelle Daniel Saucier. Je vais envoyer ça pour lui demander de vous envoyer la liste des pharmaciens ou le pharmacien qui participe à Edmundston. Oui, bien sûr, ça me fera très, très plaisir, bien sûr. On est là pour ça. On est là pour aider la communauté. Et si on peut aider à, comme je l'ai dit très, très rapidement, 90%, c'est pas Sarah Paxat seulement qui dit ça, je l'ai vu par expérience, mais je peux vous dire, je fais chaque année mon cours annuel d'éducation continue à Harvard sur la démence chaque année au mois de mai, fin mai. Je le fais et ça fait 2 ans de suite qu'ils nous disent, rappelez-vous, 90% des gens qui se plaignent de problèmes de mémoire, leur problème est lié à des facteurs modifiables. C'est pas la démence. Ça veut dire, c'est une grosse bonne nouvelle, une grosse, grosse bonne nouvelle. Je le répète à toutes mes conférences. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, on peut les aider. Et nous, j'ai mis une assistante de recherche pendant longtemps, pratiquement 1 an, juste à aller chercher les données probantes de savoir comment on peut remédier à ces problèmes de mémoire, comment on peut régler ça. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire, honnêtement. C'est pas tout le monde qui va développer la démence. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a Monsieur Bélanger qui a une question. Bonjour Mathieu. Bonjour Sarah, merci beaucoup pour la Bonjour professeur présentation. Bélanger. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oh my Tu nous God, as quel offert, plaisir. sans surprise, tu nous as offert une excellente présentation, donc Ah, merci merci pour ça. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je suis curieux, tu en parles directement maintenant. On peut faire des choses pour les gens qui montrent des signes de perte de mémoire, des signes précoces, comme quoi ils se dirigent vers la démence. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces choses-là qu'on peut faire en prévention? OK. En prévention, il y a 2 facteurs, si je voulais le résumer. Il y a 2 facteurs qui sont absolument essentiels. C'est de rester socialement actif. Donc, ça veut dire d'accepter de donner des conférences, d'accepter d'aller visiter ses amis, ses voisins, sa famille, de participer à des activités de jeux de société, je ne sais pas moi, aller jouer au golf, aller jouer dans la neige, on ne peut pas, aller jouer toutes les autres activités qui vous font plaisir. Donc, se tenir socialement actif, parce que quand vous vous tenez socialement actif, évidemment, ça aide à réfléchir, à penser à ce que je veux dire, à ce que j'ai compris, ce que vous m'avez dit, je vais le raconter à d'autres mondes pour leur donner l'information positive, pour propager, etc. Donc, ça force le cerveau à s'entraîner encore plus et ça renforce les interactions entre les neurones, bien sûr. Deuxième point extrêmement important qui est indéniable maintenant, c'est un peu dans le domaine dans lequel tu as travaillé aussi, dans lequel tu as travaillé, c'est l'activité physique
qui est extrêmement important, extrêmement, extrêmement. Donc, on dit, alors si je voulais le résumé de 50 projets de recherche, ça serait marcher vite 10 minutes tous les jours, 10 minutes. Alors, les gens, ils vont dire, ils n'ont pas le temps comme moi et toi, Mathieu, on est assis devant l'ordinateur toute la journée. Alors, je vais vous dire un exercice que vous pouvez faire ou dire à vos aînés de faire, qu'ils peuvent faire sans bouger de leur chaise. Ça serait 10 minutes d'exercice sans bouger de leur chaise. Les recherches nous disent, le deuxième muscle le plus important de notre corps, c'est le muscle qui va de notre cheville à notre genou, donc le mollet. Donc, c'est cette muscle-là. Alors, il faut bouger cette muscle-là en bougeant ses pieds de cette façon. Ça, c'est mes mains, mais bouger ses pieds. Donc, tu peux t'asseoir sur ta chaise devant ton ordinateur. Fais ça avec tes pieds 10 minutes par jour. Ça serait comme si tu marchais. Donc, ça va activer cette muscle-là qui va aider, en fait, en réalité. Pourquoi ça aide? C'est quoi la raison derrière ça? La raison derrière ça, c'est que, comme tu le sais mieux que moi, Mathieu, c'est que il faudrait que le glucose soit utilisé par les muscles. En activant ce muscle, qui est le muscle le plus important, on est en train de dire à ce muscle d'utiliser le trop-plein de glucose. Parce que le glucose, en fait, c'est un facteur qui va détériorer le cerveau. D'ailleurs, nous, on a fait un projet en 2007, déjà il y a longtemps à l'Université de Moncton. J'avais appelé la démence Alzheimer, diabète de type 3. Et l'année suivante, l'Université de Toronto, ils nous ont répliqué, ils sont allés dans la télévision, ils disent, un diabète de type 3. Maintenant, tout le monde parle de diabète de type 3. On le sait, on le sait. Donc, c'est vrai que le glucose est un facteur extrêmement grave et toxique pour le développement des troubles cognitifs. Et donc, j'ajouterai le troisième qui serait d'éliminer autant que possible le sucre. On dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. La recherche dit qu'il faut manger un fruit par jour, pas 3 fruits. Un fruit, 500 légumes par jour. Doesn't matter combien on mange. Merci beaucoup pour ta question. Merci, Sarah. C'est toujours un vrai plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dr. Pakzad? Si vous êtes trop gêné, vous pouvez écrire la question dans le chat. Je vois qu'il y en a une déjà, mais je pense. Oui, c'est ça. Serait-il possible de partager les listes des pharmacies participantes et les pharmacies en péninsule acadienne? J'imagine que si vous laissez votre courriel, Dr. Pakzad. Oui. Regardez, je vais mettre mon courriel tout de suite ici, mais je vais demander à tout le monde qui participe à cette conférence et que je remercie beaucoup de votre participation. Je voudrais que vous parliez à votre pharmacien. S'il vous plaît, allez à votre pharmacie, dites à votre pharmacie, il y a un projet, ça leur coûte $0. Et ils sont même payés pour faire ce travail. Aidez-nous à mieux aider notre communauté, s'il vous plaît. Aidez-nous. Donc, vous pouvez leur dire, je ne sais pas comment laisser un message, my God. On pourra le faire pour vous. Vous pourrez laisser votre courriel si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Réagir, je ne veux pas réagir. Quel avantage? Je ne sais pas. Donc, peut-être c'est ici. OK, ici. Sarah. Donc, s'il vous plaît, parlez à votre pharmacien, où que vous soyez, et dites-leur de communiquer avec nous. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Donc, dites-leur qu'on est ouvert, on recrute toujours. D'ailleurs, il y a un pharmacien qui nous a joint seulement hier, ici à Moncton. Donc, on est d'accord pour les pharmaciens qui sont, par exemple, proches de nous, je ne dirais pas à Edmundston parce que c'est quand même 4 heures de route, surtout en hiver, c'est difficile pour les assistants de recherche. Mais pour ceux qui sont à Shediac, qui sont, je ne sais pas moi, à Capelé, qui sont, je ne sais pas moi, plus proches, par exemple, surtout les communautés francophones, s'il vous plaît, dites-leur que c'est toujours possible, on peut les aider, on peut même envoyer un assistant pour faire le travail pour eux. Mais pour ceux qui sont plus loin et qui veulent être évalués, bien sûr, qui nous donnent le nom de leur pharmacien ou demandent à leur pharmacien de communiquer avec nous. Nous, ensuite, on va communiquer avec le pharmacien et évidemment l'entraîner, lui donner l'outil, lui envoyer par la poste la tablette et on va de l'avant.
Encore une fois, je le dirai jamais assez, l'objectif, c'est d'aider la communauté de recevoir un traitement le plus approprié possible. Souvenez-vous, 90% des gens qui pensent avoir la démence n'ont pas de démence. Donc, on peut les traiter, on peut les aider. Il y a plein de choses qu'on peut faire en particulier. J'aurais dû dire à la question de Mathieu, la vitamine B12, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire que les professionnels de santé, les pharmaciens ou autres peuvent faire pour vous aider. Et pour les aider, n'attendez pas. Excellent. Dr. Paxel, on a une question de Hélène Oui, Thériault. oui, Madame Thériault. Oui, allô. Moi, je voulais juste savoir aussi là, pour le programme avec les pharmaciens, est-ce que comme, tu sais, comme les clients qui vont voir le pharmacien pour faire cette évaluation-là, c'est-tu comme transféré aux médecins de famille? Comme les médecins de famille ont-tu accès à voir que le patient a été pour cette Ça peut être, évaluation-là? oui, merci pour votre question. Ça peut être transféré au médecin de famille, mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de leur donner l'outil. Après, c'est la responsabilité de pharmacien, ça fait partie de ces tâches et le pharmacien signe le document comme quoi il fait le suivi avec le patient. Parce qu'on ne veut pas juste qu'il fasse l'évaluation, ça ne sert à rien de faire l'évaluation s'il n'y a pas de suivi. On veut qu'il y ait une amélioration de qualité de la vie du patient. On veut que les choses changent. Donc, on demande dans nos formulaires, le pharmacien, quand il accepte de participer, il va signer qu'il va faire le suivi avec le patient. On verra sur la page qu'est-ce que le pharmacien a fait. Est-ce qu'il lui a prescrit des vitamines? Est-ce qu'il lui a prescrit la vitamine B12? Est-ce qu'il lui a suggéré une prise de sang? Est-ce qu'il l'a envoyé à son médecin de famille? Est-ce qu'il lui a donné ses résultats? Parce que nous, on a 2 sections. Ça, c'est une autre invitation. Je vous le présenterai. Mais on fait un test. Ça dure 10 minutes. Automatiquement, il y a un PDF qui est généré avec tous les résultats spécifiques du patient pour le pharmacien ou le médecin de famille. Cet outil, ça peut être utilisé par les travailleurs sociaux, par les médecins, par les infirmières, par les psychologues, par whoever, n'importe quel professionnel. Donc, on parle de pharmaciens. Les pharmaciens ont automatiquement toutes les informations concernant l'attention, la concentration, la mémoire, le langage, etc. Tout est là, dépendamment de l'âge, du sexe, de niveau d'éducation. Donc, l'algorithme change. C'est pour ça que je disais, MoCA, ça donne un résultat 26 ou pas. C'est ça que c'est. Mais nous, c'est un outil qui va donner le résultat précis pour cette personne en particulier, dépendamment si c'est une femme ou un homme, niveau d'éducation, comme je dis, etc. Et on prend en considération les problèmes de santé chronique, comme le diabète de type 2. Professeur Mathieu Bélanger est très familier avec ça et il travaille dans ce domaine depuis des années. Donc, on prend ça en considération puisqu'on sait que, comme je l'ai un peu expliqué avec le glucose, le diabète de type 2 est un facteur de risque pour le développement de la démence. Et on sait ça. Donc, l'algorithme est différent. Tout est pris en considération et le résultat, si le patient le veut, le pharmacien peut l'imprimer et le faxer à son médecin de famille. Ça, c'est la responsabilité de pharmacien. Je me demande s'il y a d'autres questions. Il y a Madame Merci. Sophie Gionnet. Merci à vous. Merci d'avoir participé. Oui, bonjour, docteur Sarah. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci Moi, beaucoup. Merci à vous. je suis infirmière au programme de maintien à domicile aux soins de santé primaire dans la péninsule acadienne. Puis, c'est ça, si j'ai bien compris, je pense que si nous, à Vitalité, on voudrait utiliser cet algorithme, il faudrait que ça passe par le comité d'éthique avant, c'est-tu ça? Il faudrait que ça passe par une entente avec la vitalité, parce que comme ça, la vitalité va le mettre à la disposition de tout le monde. Donc, c'est OK. pas, par exemple, seulement vous, ça va être toutes les infirmières, tous les infirmiers de vitalité, tous les médecins, tous les psychologues, tout le monde. Donc, on adorerait ça. On l'a validé en français en premier, donc c'est clair qu'on le veut. Donc, il est validé en français, il est validé en anglais aussi. Donc, ça peut être utilisé partout par tous les professionnels. Mais il faudrait qu'on ait l'approbation d'abord. D'abord, il faudrait qu'on ait l'intérêt de vitalité. Je suis très heureuse que vous soyez là et je vous remercie infiniment. Mais on a besoin que Vitalité nous dise, oui, on est intéressé. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant. Par exemple, Madame Brigitte Ferguson de Vitalité, elle est au courant de l'existence de cet outil-là. Il y a plusieurs mondes qui le savent. Mais il faudrait qu'eux, ils nous montrent l'intérêt. J'ai mis mon adresse courriel, qui nous disent, ils sont intéressés. Sarah, viens me parler, c'est quoi cet outil, est-ce qu'on peut l'utiliser? On ne demande que ça, c'est ça qu'on veut. Et pour être à 100% honnête avec vous, on est en train de
commencé à travailler avec Horizon. Donc, Horizon est très, très intéressé par l'outil et qui disent qu'ils veulent l'utiliser partout au Nouveau-Brunswick. Donc, nous, on adorait que ça soit, on a déjà, on est très, très, comment dire, engagé avec Vitalité. On veut que ça soit Vitalité aussi, bien sûr. Mais on sait qu'il y a des fois des résistances, il y a des fois des réticences, pas des résistances, des réticences. Des fois, il y a ils prennent le temps pour réfléchir, pour revenir. On a tout le temps. On n'est pas pressé. On va de l'avant avec nos pharmaciens, de toute façon. Puis J'adorerais pour que les ça soit pharmaciens, j'adorerais que ça soit les infirmières qui le fassent. J'adorerais. oui. Puis pour les pharmaciens, c'est ça, j'imagine que dans la péninsule acadienne, votre équipe ne se rend pas là hein, pour faire les diagnostics précoces. Excusez mon ignorance en géographie. C'est à combien d'heures de Moncton? 3 heures. OK. Je pense qu'on va le faire. On fait le training virtuellement avec eux. On leur envoie. Oh oui. On fait ça avec les gens d'Edmundston, on fait ça avec Fredericton. On ne va pas à Fredericton, même si c'est à 1h30 d'ici. On ne va pas à Fredericton. Donc, avec eux, on fait le training virtuellement. On leur envoie par la poste la tablette qui a été préparée pour tout ça. On leur ouvre un compte. Évidemment, et eux, ils ont accès et ils font ce qu'ils font. Et on a un assistant de recherche, son travail, c'est tout simplement chaque semaine regarder combien d'évaluations a été fait, qui l'a fait pour envoyer le chèque à ces gens-là pour qu'ils soient payés pour le travail qu'ils ont fait. You know? Ah oui. Mais si vous connaissez des pharmaciens dans le plein sud, vous pouvez, s'il vous plaît, leur donner nos informations, qu'ils communiquent avec nous et ça nous fera énormément plaisir. C'est ce qu'on veut. On veut que ça soit utilisé. Vous savez, j'ai pas fait un travail pendant 20 ans pour publier 4 articles et puis prendre la retraite. Je veux que ça soit un outil qui change vraiment la façon dont on approche cette maladie, dont on traite ces gens-là. Il s'agit de la dignité humaine. On est tous des professionnels de santé et on doit faire ça avec le cœur. Et c'est ça que j'ai fait pendant 20 ans et il faudrait que ça aboutisse, que ça soit utilisé. Je ne suis pas une politicienne, mais si j'avais des possibilités de parler avec des politiciens, d'ailleurs, le ministre, professeur McCary le sait, le ministre de la Santé m'a entendu parler de cet outil au mois de novembre. Je lui ai présenté, je lui ai dit très brièvement qu'est-ce que c'était. Si le ministre accepte et qu'il le met à la disposition de l'association des médecins, des infirmiers, des social workers everywhere, c'est ça que je veux, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas que ça reste dans les tiroirs, évidemment, bien sûr. En tout cas, bravo et merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment de votre participation. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question de Mélissa Daigle. Docteur Pagzad, merci beaucoup pour votre présentation. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir C'était très bien. participé. Merci beaucoup. Oui, donc je travaille à Georges Dumont. Puis je travaille en recherche avec le Bureau d'appui à la recherche. Donc, je travaille de près avec le comité d'éthique chez Vitalité. Et puis, je vous promets que je vais relancer l'idée au sein de l'équipe pour essayer de faire bouger les choses. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Vous avez mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Surtout que, bon, quand on commence avec Horizon, on a besoin d'avoir Vitalité aussi. Oui. You know, on est francophone et vous comprenez ce que je veux dire. Absolument. Right? Donc, ça serait bon de montrer au gouvernement, hein, regarde, on a aussi Vitalité et il n'y a pas que Horizon. Et de montrer à Horizon, il y a aussi Vitalité et vous n'êtes pas le seul. Donc, et et honnêtement, c'est pas juste une question de comité d'éthique. J'apprécie énormément votre aide pour le comité d'éthique. C'est pas juste, c'est une question, j'ai compris avec le temps, je comprenais pas au début quand je suis arrivée à Moncton, mais j'ai compris avec le temps, c'est des décisions politiques aussi. Je pense qu'il faudrait que nos politiciens, administrateurs des hôpitaux ou des réseaux de santé comprennent que il faut arrêter d'aller avec le statu quo. Les choses avancent et avancent vite.
On est en train de travailler avec le projet d'intelligence artificielle maintenant pour cet outil-là. Donc, ça va très vite là, que si vous n'êtes pas d'accord et vous voulez pas, on va aller à Ontario, doesn't matter. On va avancer, la recherche avance, le travail avance, le projet avance. Si vous n'ouvrez pas la porte, le perdant, c'est les gens qui ne prennent pas l'opportunité. Donc, je pense, je ne sais pas s'il y a des politiciens ici qui ont écouté ce que j'ai à dire, mais j'aimerais qu'on ait une politique de santé qui soit plus réajustée, plus appropriée, arrêter de dire tout le temps, se cacher derrière le prétexte de budget. Et il faut non pas augmenter le budget, mais il faut utiliser ce budget un peu plus intelligemment. Je ne suis pas en train de les insulter, j'espère. Il faut mettre l'argent là où il faut. Ça coûte moins cher de faire une détection précoce de démence que utiliser l'argent pour soigner les gens qui souffrent d'Alzheimer. On a 800 personnes hospitalisées au Nouveau-Brunswick qui souffrent de démence. Ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpital quand ils souffrent de démence. Il faut pas, et ça coûte 14-15 000 $ par mois au gouvernement pour chaque personne. On n'a pas besoin de faire ça. Il y a des moyens beaucoup plus justes, appropriés, où la dignité de la personne est respectée, la famille et la détresse familiale est respectée, parce que les gens qui souffrent autour de leur famille, de la personne de la famille qui souffre de démence, eux aussi, ils vont développer des problèmes de santé. Eux aussi, ils souffrent. Et ils ne savent pas trop quoi faire dans la liste d'attente de voir un neurologue, de voir un gériatre. On a l'outil qui est le plus... Et honnêtement, je n'étais pas censée dire ça, on a les pays européens qui sont intéressés par ce projet-là. Les pays européens qui nous demandent, est-ce que vous pouvez nous le donner? Est-ce qu'on peut l'utiliser? On a besoin de se réveiller, de se secouer, là, honnêtement. On a ça. C'est comme si on a des génies comme professeur Mécari ou comme professeur Bélanger ici et qu'on va leur dire, bah, OK, tu vas juste donner un cours et puis c'est tout. Utiliser nos savoir-faire locaux et soyons fiers de ça. Ça, c'est le résultat de 20 ans de travail, you know. Et beaucoup de nuits blanches. Bon, utilisons-les. Prenons une décision politique. Donc, s'il y a des politiciens ou si vous avez des connexions politiques, on est en train, avec l'université, on est en train de travailler. Je ne suis pas seule, j'ai une équipe derrière moi, heureusement, qu'on est en train de travailler pour leur dire, regarde, on a une subvention de recherche pour payer les pharmaciens pour 2 ans. On n'en a pas pour 50 ans. Il faut que quelqu'un paye ces gens-là pour ce travail. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour que les infirmiers, les médecins, les psychologues, les whoever qui utilisent ce test-là soient payés. Pour l'instant, je paye 8 assistants de recherche, mais c'est avec les subventions de recherche. Puis moi, je ne veux pas rester jusqu'à 90 ans à l'Université de Moncton non plus. Saïd connaît mon âge. Donc, donc c'est ça. Donc, il faut que nous, ça veut dire les gens qui ont assisté aujourd'hui, nous, qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on, d'une seule voix, on s'élève. Merci beaucoup à vous, à Madame qui a parlé tout à l'heure aussi de Péninsule Academy. So, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller de l'avant, faire utiliser ces professionnels de santé, faire ces professionnels de santé utiliser cet outil-là pour ensuite faire la détection des problèmes le plus tôt possible, leur offrir à ces patients les traitements les plus appropriés, éliminer 90% de chances de démence. Ça serait un monde merveilleux, honnêtement. Merveilleux. Alors que si on ne fait rien, on a, par exemple, dans l'outil que j'utilise, on a dans cet outil des éléments qui peuvent aider de détecter la dépression. Pourquoi? Parce que 50% des gens qui ont des problèmes de mémoire, en réalité, ils souffrent de dépression. Alors, si on ne l'a pas détecté, on ne l'a pas traité, ils vont finir par développer la démence. Merci. À qui la faute? Right? Je pense que j'ai dépassé le temps. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci pour les bonnes questions. Merci beaucoup. Dr. Pakzad, votre passion, votre inspiration pour nous tous de comment on peut transmettre
les recherches, non seulement les garder dans les murs de nos institutions, mais les sortir à l'extérieur et de donner un bien à la communauté. Je pense que c'est un des plus gros messages que je retiens et que je continue, et nous continuons tous en espérant de continuer à travailler pour notre communauté. Donc, c'est très, très admirable de voir ce que vous faites. Merci Je beaucoup. vous remercie énormément pour votre Merci temps. beaucoup. Je vous Merci souhaite infiniment. bonne continuation avec votre projet. Au Merci plaisir beaucoup. de vous revoir comme d'habitude. Quand vous voulez, je Et, reviens. et jusqu'à date, j'ai 3 fois que vous avez dit que vous allez revenir. Donc, je vous prends pour les 3 prochaines années. Je Ah vous oui, garde avec nous. bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Je viendrai vous présenter cet outil-là, bien sûr. Excellent, Avec grand excellent, plaisir, bien sûr. excellent. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à tout le monde qui a participé ce midi avec nous. Restez au courant pour notre prochaine conférence mensuelle qui sera au mois de mars avec le docteur El Halou. Donc, dans l'aspect un peu plus neuro, mais neurochirurgie. Donc, merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Merci encore. beaucoup. Merci encore, professeur Mekari. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Bonne journée.